On l'appelle parfois le plus vieux métier du monde. Mais au Moyen-Âge, la prostitution n'est ni cachée ni illégale. Elle est organisée, surveillée, parfois gérée par les villes elles-mêmes et considérée comme nécessaire pour éviter un désordre jugé encore plus grave. La prostitution tolérée. Dans l'Europe médiévale, la prostitution n'est pas vue comme une pratique marginale, apparue en dehors de la société. Elle est au contraire intégrée à l'ordre social, même si elle est condamnée sur le plan moral. Pour comprendre cette position, il faut partir de la manière dont on pense le corps et le désir à cette époque. Les hommes sont considérés comme ayant une pulsion sexuelle naturelle, mais dangereuse, parce qu'elle est associée au péché. On estime que si cette pulsion n'est pas contenue, elle peut se retourner contre les femmes dites respectables, et en particulier contre les épouses. À partir de là, la prostitution est perçue comme un moyen de détourner cette pulsion vers un espace contrôlé. Elle n'est donc pas acceptée, mais tolérée. On la considère comme un mal nécessaire, c'est-à-dire quelque chose de mauvais en soi, mais jugé utile pour éviter les comportements considérés comme encore plus graves. C'est dans ce cadre que l'Église adopte une position ambiguë. D'un côté, elle condamne fermement la prostitution, qu'elle associe au péché, à la tromperie et à la débauche. De l'autre, elle admet que son existence permettrait d'éviter l'adultère, le viol ou certaines pratiques sexuelles que la morale chrétienne condamne particulièrement. Cette position s'appuie sur des textes anciens. Au XIIe siècle, le moine Gratien reprend des écrits attribués à saint Jérôme pour définir la prostituée comme une femme rendue disponible au désir de nombreux hommes. Un siècle plus tard, le cardinal Ostiensis ajoute que la prostitution implique aussi une forme de tromperie, car la femme feint l'amour et l'intimité sans les ressentir. Même si ces discours sont sévères, ils ne remettent jamais totalement en cause l'existence de la prostitution. Au contraire, ils contribuent à l'installer durablement dans la société médiévale. En revanche, cette tolérance ne s'accompagne d'aucun respect. Les prostituées sont considérées comme des pécheresses, responsables du mal, même si elles sont censées empêcher un désordre plus large. Elles occupent donc une place très particulière. Elles sont jugées nécessaires au fonctionnement de la société, tout en étant exclues de toute reconnaissance morale ou sociale. Les maisons closes. À partir de cette logique, de nombreuses villes européennes choisissent de réglementer la prostitution plutôt que de tenter de la supprimer. Des maisons closes, appelées bordels publics ou maisons de corps, sont alors autorisées et encadrées par les autorités locales. Ces établissements ne sont généralement pas installés au centre des villes. Ils sont placés en périphérie, souvent près d'autres activités jugées indésirables, comme le logement du bourreau par exemple. Chaque maison regroupe en général une dizaine de femmes. Le tenancier verse un loyer annuel à la ville, ce qui transforme la prostitution en source de revenus réguliers pour les autorités. Dans certains cas, les bordels appartiennent même directement à la municipalité. La prostitution devient alors une activité tolérée, surveillée et exploitée sur le plan économique. En théorie, travailler dans un bordel plutôt que dans la rue est censé offrir une forme de protection aux femmes. En pratique, cette protection reste très limitée. En effet, de nombreuses prostituées ont été vendues au bordel, parfois par leur propre famille. Une fois entrées, elles se retrouvent liées par des contrats et surtout par des dettes. Elles doivent payer leur logement, leur nourriture, leurs vêtements et même abandonner une partie de leurs gains aux tenanciers. Les prix sont souvent exagérés, ce qui rend toute sortie presque impossible. Des règles existent pourtant. Les tenanciers doivent prêter serment d'obéissance à la ville. L'ivresse, le blasphème et certaines violences sont officiellement interdits. Dans certaines villes, il est même exigé que les tenanciers soient des femmes, supposées mieux encadrer les prostituées. Mais dans les faits, ces règles sont rarement respectées. Très souvent, les bordels deviennent des lieux d'exploitation brutale où la violence est utilisée pour contraindre les femmes à travailler, même lorsqu'elles sont malades, épuisées ou enceintes. C'est dans ce cas précis qu'apparaît l'affaire d'Els von Estedt à la fin du XVe siècle, dans la ville allemande de Nordlingen. L'affaire Els von Estedt. À la fin du XVe siècle, dans la ville allemande de Nordlingen, une jeune femme nommée Els von Estedt travaille dans le bordel municipal. Elle n'y entre pas comme prostituée, mais comme servante, chargée des tâches domestiques, notamment à la cuisine.
très rapidement, sa situation change. Selon les témoignages recueillis plus tard, elle est contrainte de se prostituer par le tenancier du bordel, Leonhard Freiamat, et par sa compagne, Barbara Tarchenfeiden. Au cours de son travail, Else tombe enceinte de l'un de ses clients. Cette grossesse pose un problème immédiat aux responsables du bordel, car une prostituée enceinte ne peut plus travailler normalement et risque d'attirer l'attention des autorités. Lorsque Barbara découvre la situation, elle décide d'agir. Elle prépare une mixture à base de plantes, de vin et d'épices, censée provoquer un avortement, puis force Else à la boire. La potion agit, Else fait une fausse couche et perd un fœtus masculin estimé à environ 20 semaines de grossesse. Elle n'a cependant aucun temps pour se remettre. Selon les témoignages, elle est obligée de reprendre le travail presque immédiatement et menacée de coups si elle parle de ce qui s'est passé. La situation bascule lorsqu'une autre prostituée, Barbel von Esslingen, entre dans la chambre d'Else et voit le corps de l'enfant posé sur un banc. Elle apporte de l'eau à son amie et comprend rapidement ce qui s'est produit. Barbel commence à en parler aux autres femmes. Pour éviter que l'affaire ne se propage, Leonhard et Barbara l'envoient rapidement dans un autre bordel à Ulm. Mais la rumeur est déjà lancée. Certains clients remarquent en effet qu'Else, décrite auparavant comme enceinte, ne l'est plus. Le contraste est suffisamment visible pour éveiller les soupçons. Lorsque ces rumeurs parviennent au conseil municipal, 2 représentants sont envoyés au bordel. Ils préviennent les tenanciers qu'une enquête officielle est envisagée. Peu après leur départ, Leonhard, furieux, s'en prend violemment à Else devant les autres femmes. Malgré les coups, elle refuse de se taire et déclare qu'il devra lui couper les bras et les jambes pour l'empêcher de témoigner. Comprenant que la situation leur échappe, Leonhard et Barbara tentent alors de négocier. Ils proposent à Else d'effacer ses dettes et de la laisser partir librement si elle accepte de garder le silence. Else accepte l'accord et quitte discrètement le bordel le lendemain. Mais avant de partir, elle confie toute l'histoire à une autre prostituée, Margaret von Biberach, afin que les faits ne disparaissent pas avec son départ. Peu après, l'enquête officielle commence. L'enquête. La première phase de l'enquête porte sur l'avortement. À cette époque, on considère qu'un fœtus acquiert une âme dès lors qu'il ressemble à un être humain. Un avortement à un stade avancé de la grossesse est donc perçu comme une faute grave. Else n'est jamais accusée. Elle témoigne depuis la ville de Wissenberg, où elle s'est rendue après avoir quitté Nordlingen. 2 autres femmes, Margaret et Anna von Halm, confirment son récit. Elle raconte qu'Else pleurait la perte de son enfant et accusait Barbara de lui avoir arraché sa chair et son sang. La seconde partie de l'enquête s'élargit ensuite aux conditions de vie dans le bordel municipal. Les autorités cherchent à savoir si Leonhard a respecté le serment qu'il a prêté lorsqu'il a pris ses fonctions en 1469. Presque toutes les prostituées témoignent, elles décrivent des violences régulières, des coups portés avec des bâtons, des ceintures ou bien des fouets lorsqu'elles refusaient un client. Elles expliquent également que leurs vêtements leur étaient confisqués à leur arrivée, les laissant presque nues et dépendantes. Pour récupérer leurs propres habits, elles devaient même payer. Les femmes sont mises en dette dès le premier jour, elles paient leur chambre, leur nourriture et doivent remettre environ un tiers de leurs gains aux tenanciers. Elles sont contraintes de travailler même pendant leurs règles, qu'elles appellent leur maladie de femme, ainsi que les jours de fêtes religieuses, pourtant interdits par le contrat municipal. Elles ne reçoivent pas non plus la nourriture supplémentaire qui leur est théoriquement due pendant ces périodes. Au lieu de cela, elles décrivent une alimentation mauvaise et insuffisante, vendue à des prix excessifs. Tout ce dont elles ont besoin leur est facturé, ce qui rend leur dette permanente. Les femmes sont aussi privées de certains droits fondamentaux. Elles ne sont pas autorisées à assister à la messe, alors que cela restait un droit pour les autres habitants. À cela s'ajoute le problème des maladies sexuellement transmissibles. La syphilis, que l'on appelle alors selon les régions la maladie française, napolitaine ou chrétienne, circule largement dans les bordels. Ces symptômes apparaissent souvent tardivement et sans douleur au début, ce qui favorise sa propagation. Les traitements médiévaux à base de mercure, de saignées ou de pratiques violentes aggravent souvent l'état des malades. Comme souvent, la responsabilité est rejetée sur les femmes. La maladie est interprétée comme une punition liée au péché, dans une vision héritée du récit biblique de la faute d'Ève.
À l'issue de l'enquête, Leonard et Barbara sont bannis définitivement de la ville. Barbara est en outre marquée au fer rouge pour son rôle dans l'avortement. Rien n'indique ce que deviennent ensuite les prostituées du bordel de Nordlingen. Leur sort disparaît des archives. L'histoire d'Else von Estet ne transforme pas le système. Elle permet simplement, pendant un court moment, de révéler la réalité du fonctionnement des bordels médiévaux et la violence ordinaire qui s'y exerçait. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Avant de se quitter, un dernier détail permet de mesurer à quel point la prostitution médiévale était pleinement intégrée à la vie des villes, malgré le mépris moral qui l'entourait. À Londres, par exemple, au Moyen-Âge, certains bordels situés dans le quartier de Southwark ne relevaient pas directement de la ville, mais de l'autorité de l'évêque de Winchester. Ces établissements, officiellement tolérés, versaient une partie de leurs revenus à l'Église elle-même. Autrement dit, une institution qui condamnait publiquement la prostitution en tirait aussi des bénéfices financiers tout en continuant à considérer les femmes qui y travaillaient comme des pécheresses. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si ce format vous plaît, vous pouvez liker et vous abonner pour retrouver chaque semaine de nouvelles vidéos. À très bientôt.